Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de votre présence et de votre intérêt pour le sujet de cette conférence. Par main levée, peut-être avant de commencer, qui parmi vous s'estime déjà au fait de ce que c'est que la pluriactivité? Ok, très bien. On va pouvoir tester ça tout de suite. Je m'appelle Lucie, je suis doctorante en sciences de gestion en première année de thèse. Sur donc, le sujet du cumul d'activité, mais ce sujet-là, ça fait déjà plusieurs années que je le travaille, que je le travaille aussi dans le but de préparer ma thèse. Donc je vais pouvoir vous présenter un certain nombre de connaissances qui existent déjà sur le sujet. 20 minutes, ça passe super vite, je vais aborder beaucoup de notions, donc n'hésitez pas, à la fin de la conférence, on a du temps pour les questions, soyez pas timides, et si jamais vous n'avez pas envie de prendre la parole au micro, vous venez me voir après, je serai ravie de vous en dire un petit peu plus. On vous a distribué les petites cartes qui étaient sur les fauteuils. Ces cartes vont vous servir pour voter. Donc n'hésitez pas, si vous n'en avez pas, à en saisir auprès de vos camarades pour pouvoir participer à la conférence. La pluriactivité, c'est un sujet qui est très polarisant. On a beaucoup de fantasmes, beaucoup d'incompréhension et de méconnaissances qui entourent ce phénomène-là. C'est en général un phénomène qu'on considère soit comme celui des personnes précaires, qui seraient forcément dans une situation subie de cumul d'activité professionnelle, soit des personnes qui surfent sur le marché de l'emploi et qui, elles, ont la possibilité, le luxe, dirais-je, de s'épanouir dans le monde professionnel. Ce que vous voyez là, c'en est un très bon exemple pour celles et ceux qui ont plus de 35 ans. C'est un extrait de Brain Magazine, qui était une page satirique qui a fermé en 2022 et qui reprend ici un échange de tweets entre LCI, qui donne donc une information selon laquelle un Français, Française sur 3 serait prêt à cumuler plusieurs emplois, et un compte bien connu de Twitter, n'importe quoi, qui lui répond en gros que oui, les gens sont prêts à cumuler plusieurs emplois parce qu'ils crèvent la dalle et qu'ils ont besoin de bouffer. Donc vous voyez bien dans cet échange-là comment déjà le terme de slashing, slasher, donc la terminologie pour désigner le cumul d'activité va crisper certaines sensibilités. Vous voyez aussi comment tout de suite des visions différenciées du phénomène se confrontent. Et c'est un petit peu tout ça, entre autres, que j'ai décidé de consacrer une thèse au phénomène. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement la pluriactivité? La pluriactivité, ça a été désigné par, à ma connaissance, la première thèse française sur le sujet en droit, en 91, qui a été ensuite publiée en 93 par Lise Cazot. Et donc, elle l'a désigné comme l'exercice de plusieurs activités professionnelles. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une activité professionnelle? On est bien obligé en thèse et en sciences de manière générale de déterminer de quoi on parle précisément. Une activité professionnelle, dans son cas, c'est donc un travail non occasionnel, effectué sous la direction d'un employeur ou de façon indépendante, avec un objectif principalement lucratif. Cette définition-là, elle me permet d'ores et déjà de vous dire que non, ce n'est pas parce qu'une fois par an, vous mettez en loc votre appart sur Airbnb que vous êtes pluriactif. On n'est pas sur une activité ou un gain financier occasionnel quand on parle de cumul d'activité. Ça me permet aussi d'évacuer un autre fantasme sur le cumul d'activité, qui serait l'idée que dans le monde dans lequel on vit, on est tous un peu pluriactifs parce qu'on évolue dans plusieurs univers sociaux, et que donc on aurait tous plusieurs vies comme ça qui se cumuleraient. Alors certes, mais ça s'appelle pas du cumul d'activité professionnelle. Et enfin, ça me permet aussi d'évacuer de manière peut-être un petit peu plus problématique, sociétalement parlant, la question du travail domestique. Comme le travail domestique aujourd'hui n'est pas considéré comme un travail rémunérateur, il ne rentre pas dans cette notion de pluriactivité. C'est donc le moment où vous allez prendre vos petites fiches. Je vais vous poser 2 questions d'affilée et je vous donnerai les réponses ensuite, puis plus d'informations. Selon vous, en France, quelles sont les disciplines qui ont le plus étudié le phénomène du cumul d'activité? Est-ce que ce sont l'histoire, la géographie et la socio, ou est-ce que c'est plutôt les sciences de gestion, l'économie et le droit? Je vous laisse me présenter votre... Ok, très bien. Donc une majorité de rouge, quand même, une majorité de sciences de gestion et éco-droit.
Et donc, cette deuxième question que je vous pose tout de suite, selon vous, ça remonte à quand la pratique du cumul d'activités? Est-ce que ça a toujours existé? Est-ce que ça remonte à la révolution industrielle ou à l'élection d'Emmanuel Macron? Ok, donc là, clairement, une majorité de ça a toujours existé. Eh bien, vous avez raison, les cartes rouges, s'agissant de ça a toujours existé, je vais vous expliquer pourquoi. Et en revanche, s'agissant des disciplines, contrairement à ce qu'on pourrait penser logiquement, puisque je vous ai dit que j'étais inscrite en sciences de gestion, en fait, ce sont plutôt l'histoire, la géo et la socio qui nous ont appris le plus de choses sur le cumul d'activités en France. En revanche, dans le monde, si on se défait un peu de notre fenêtre française, ce sont bien l'économie et les sciences de gestion qui ont le plus étudié le phénomène. Ce que vous voyez là, c'est le port de Dieppe. Et pourquoi je prends cette image, cette illustration? Parce que j'ai lu dans le cadre de mes recherches préalables un article absolument passionnant de l'historien Philippe Lardin, que je vous invite à lire parce qu'en plus c'est très facile et très... il y a plein de portes dans cet article, qui donc traite de la question de la pluriactivité dans le port de Dieppe à la fin du Moyen-Âge. Comme ça ne fait pas forcément rêver tout le monde dans la salle, mais je vous assure que l'article est absolument passionnant. Et surtout, il répond à beaucoup de questions, cet article. Il explique notamment comment, à l'époque de la fin du Moyen-Âge, dans le port de Dieppe, on vit beaucoup de la pêche, et notamment de la pêche d'un poisson, qui est le hareng. Et donc, la problématique que rencontrent les individus à cette époque-là, c'est que la pêche au hareng, la harengaison, elle ne dure que 5 à 6 semaines. Donc, elle a beau générer beaucoup de recettes et de revenus pour les individus, pour les Dieppoises et Dieppois, elle ne permet pas de vivre toute l'année. Donc, il faut bien s'occuper le reste du temps. Et dans cet article, Philippe Lardin nous explique comment les individus organisent de manière territoriale et non pas de manière très individualisée, comme on peut le voir aujourd'hui dans les articles de presse, le cumul d'activités. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le Moyen-Âge, on a des opportunités différenciées socialement entre les individus, on va dire, d'extraction sociale un petit peu supérieure, que sont les intermédiaires de la pêche au hareng, qui vont pouvoir exercer des fonctions politiques, travailler au commerce du sel, qui est forcément très lié à la pêche au hareng, tandis que les pêcheurs, eux, vont avoir beaucoup moins d'opportunités de cumul à leurs mains. Ils auront soit la possibilité de louer des champs à des agriculteurs pour eux-mêmes travailler la terre, soit s'engager dans ce qu'on appelle la guerre de course. La guerre de course, c'est quoi? C'est le fait d'aller attaquer des bateaux qui sont pleins de marchandises pour récupérer cette matière et la vendre ensuite au marché noir. Marché noir, pas vraiment, parce qu'à l'époque, c'est très organisé et en fait, le royaume est tout à fait au courant de cette pratique de la guerre de course, qui a beau être interdite, eh bien, elle est quand même imposée, puisque les bateaux, quand ils arrivent au port, doivent payer sur une partie de leur récolte, entre guillemets, bien mal acquise. Voilà pour ce qui est donc de la réponse à ces deux premières questions. On apprend énormément de choses en histoire et en géo sur le cumul d'activités, y compris sur les fonctions et les conditions organisationnelles du cumul, mais on en apprend essentiellement sur les populations agricoles, d'une part, et quand on se déplace vers la sociologie, on apprend beaucoup de choses sur les populations culturelles. On pourrait se dire comme ça que ça n'a pas grand-chose à voir, mais le lien, en tout cas que j'y vois à la lecture de plusieurs articles, c'est la notion de discontinuité du travail et de l'activité, qui pourrait rapprocher ces populations agricoles et culturelles d'autre part. L'autre phénomène qui distingue le cumul d'activités de tout un tas d'autres sujets que vous entendrez aujourd'hui, c'est l'absence de terminologie universelle pour parler du cumul d'activités. Vous voyez, là déjà, je vous ai parlé de cumul, on a parlé de slasher tout à l'heure, je vous ai parlé de pluriactivité, et dans mon dos, vous voyez encore bien d'autres terminologies qui existent et qui font toutes référence à des articles de recherche publiés. Pourquoi ces différents termes? Alors, notamment pour des questions statutaires, vous avez des termes qui parlent du cumul d'activités salariées avec une activité entrepreneuriale, d'autres termes qui, eux, se concentrent uniquement sur des activités exercées de manière salariée. Vous avez même
de manière induite dans la notion de slasher le fait qu'on choisit volontairement de cumuler plusieurs activités, ce qui ne va pas forcément être le cas sur les autres termes que vous pouvez lire à l'écran. Et enfin, sur le terme hustle, vous avez la notion de marché informel, c'est-à-dire le fait d'exercer une activité au noir en plus de son activité déclarée. Tout ça, ça a quoi comme conséquence ? C'est qu'on sous-évalue et qu'on déconsidère le cumul d'activités. Si on avait une seule terminologie pour parler du cumul d'activités, l'entièreté de ces recherches ferait un effet beaucoup plus important et permettrait d'une certaine manière à la science et à la connaissance du cumul d'activités d'avancer beaucoup plus vite. Là, en fait, on se perd dans les terminologies et d'une certaine manière, ça dessert, entre guillemets, la cause de la compréhension du cumul d'activités. Maintenant, je vous pose à nouveau une question. Selon vous, quelle est l'ampleur de ce phénomène en France ? Combien de personnes cumulent des activités en France ? Est-ce que c'est plutôt 108 000 ? Un phénomène important, plusieurs millions de personnes, mais je ne vous donne pas de chiffres précis. Ou à l'inverse, un phénomène marginal, quelques milliers tout au plus. Ah, vous êtes bons, hein. C'est effectivement un phénomène important. Et là, je vais vous donner une stat, mais qui est à prendre avec beaucoup de pincettes. 7,7% de l'emploi total en France en 2021 était composé de personnes pluriactives. Néanmoins, cette statistique de l'INSEE, elle ne considère que les personnes qui exercent au moins une activité salariée parmi leurs différentes activités. Quel problème ça pose ? Concrètement, si vous êtes infirmière libérale et qu'à côté de ça, vous réalisez des prestations de conseil, quelle qu'en soit la nature, vous exercez 2 activités qui ne sont pas salariées. Donc, vous n'êtes pas dans ces statistiques. Un médecin qui, par ailleurs, serait écrivain, on en connaît quelques-uns en ce moment, n'apparaît pas dans ces statistiques. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure de hustle et je vous ai parlé d'activités informelles. Là, je ne peux vous parler que d'activités déclarées. Or, on sait que l'activité réalisée sans être déclarée, en France et dans le monde de manière générale, elle est très importante. On a par exemple en Russie un article qui suppose que 70% des individus cumuleraient une activité informelle avec une activité déclarée. Donc vous voyez bien comment ce 7,7%, il faut vraiment le prendre avec des pincettes et le considérer comme un minimum absolu. Mais on est déjà sur 2 millions de personnes. Pourquoi on ne peut pas le considérer non plus comme un phénomène marginal ? On pourrait se dire 7%, on est en dessous de 10, moins d'une personne sur 10, bon, est-ce que c'est vraiment important ? On ne peut pas le considérer comme marginal parce qu'il concerne absolument toutes les couches socio-professionnelles de l'emploi. Ça concerne aussi bien les personnes au seuil de leur vie professionnelle, les fameuses générations Z, millennials, je crois qu'on a une nouvelle lettre maintenant, bêta peut-être, que les personnes qui vont plutôt cumuler leur retraite avec un emploi, voire avec plusieurs activités indépendantes. Ça concerne aussi bien des personnes précaires que des personnes, on va dire, favorisées dans les couches socio-professionnelles les plus importantes. Ça concerne aussi toutes les couches sociales et tous les métiers. C'est la raison pour laquelle on ne peut en aucun cas considérer ce phénomène comme marginal. Maintenant, je vous pose une dernière question. À votre avis, quelle est l'attitude des organisations face à ces profils pluriactifs ? Quand je parle des organisations, je parle de la composante humaine qui encadre les structures. Donc, je parle des cadres, des composantes RH en ressources humaines et éventuellement des dirigeantes et dirigeants. À votre avis, est-ce qu'elles les évitent, ces profils-là, dans leur stratégie de recrutement ? Est-ce qu'elles les recherchent au contraire ? Ou est-ce qu'en fait, elles ne savent pas de quoi on parle et elles ne les considèrent pas vraiment en tant que telles ? Voilà, pour le coup, je ne vois pas de majorité, mais assez peu elles les recherchent en tout cas. Plutôt, elles les évitent ou elles ne s'y intéressent pas. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas pour le moment. Et c'est pour ça que j'y consacrerai 3 ans de ma vie dans le cadre de cette thèse. Maintenant, je vous dis qu'on ne sait pas. On a quand même quelques hypothèses de travail avec mon directeur de recherche, Benoît Journet, puisque
je vous ai dit que ça fait plusieurs années que je travaille sur ce sujet. J'ai réalisé notamment un mémoire où je suis allée rencontrer 23 organisations et 26 cadres de ces 23 organisations. Et donc, toute mesure et vigilance gardée sur cet échantillon, qui n'était pas considérable comme celui d'une thèse, on a quand même identifié quelques phénomènes intéressants. Le premier phénomène intéressant, c'est que la plupart des organisations que j'ai rencontrées n'intègrent pas ce sujet dans leur pratique de gestion du personnel. Elles n'en parlent pas sur les feuilles de candidature, sur les fiches de poste, pardon. Elles n'en parlent pas, elles ne posent pas de questions aux candidates et candidats dans le cadre des entretiens. Elles n'en parlent pas non plus sur les contrats, elles n'en parlent pas lors des évaluations professionnelles, et éventuellement, ça n'est même pas intégré dans un règlement de bonnes pratiques internes. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que pour la plupart des organisations que j'ai rencontrées, il y avait plutôt un avis assez neutre, voire favorable à l'égard de ces profils. Et ce qui était intéressant, c'est que même dans les organisations les plus hostiles, voire carrément qui m'affirmaient que c'était interdit dans leur organisation d'avoir plusieurs activités, en fait, quand on creusait un petit peu plus loin dans les entretiens, on trouvait des profils de plus réactifs, de personnes plus réactives. Et en plus de ça, on pouvait même identifier des individus qui eux-mêmes disaient que c'était pas bien, mais en fait se rendaient compte en discutant avec moi qu'ils et elles étaient des personnes plus réactives. Je vous donne un exemple très concret. Un patron d'une imprimerie en Loire-Atlantique qui m'indique que, vu que son organisation elle fonctionne sur les 3-8, c'est vraiment pas intéressant d'avoir à gérer des personnes avec des contraintes organisationnelles et qu'il ne veut absolument pas de personnes plus réactives dans son organisation, que lui-même n'a jamais cumulé d'activité. Bon, très bien. Et donc à la fin, quand je lui demande un petit peu ce qu'il fait éventuellement en dehors de son travail, il m'explique que depuis ses 18 ans, on parle de quelqu'un qui a à peu près 50 ans, depuis ses 18 ans, tous les week-ends et toutes ses vacances, il les consacre à la rénovation d'appartements qu'il rachète, qu'il rénove et qu'il met en location, avec le but précis de générer suffisamment de revenus pour sa famille pour que tout le chiffre d'affaires et tout le bénéfice de son entreprise soit directement réinvesti dans son imprimerie. C'est la définition même du cumul d'activités. Donc ça, c'est aussi une hypothèse qu'on voudrait travailler dans d'autres entretiens dans le cadre de la thèse. Mais ça montre bien à quel point cette notion-là est méconnue et sous-considérée par l'entièreté des individus. En tout cas, cette pratique dans le cadre du mémoire dont je vous parle, on l'a observée dans, je crois, la quasi-totalité des organisations considérées. Et elle va nous permettre, cette thèse, de penser le phénomène du cumul d'activités en tant que tel. Une des autres conséquences des terminologies que je vous ai montrées avant, c'est qu'on ne pense pas le phénomène aujourd'hui depuis la perspective des organisations et du processus de création de performance au sein des organisations, contrairement à ce qu'on fait sur tout un tas d'autres sujets, comme le télétravail, l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat. Voilà. Le cumul d'activités doit devenir un sujet, à mon sens, à part entière des organisations françaises et internationales. Maintenant, je profite de cette plateforme pour vous inviter éventuellement, si vous le souhaitez, à prendre contact avec moi. Dans le cadre de cette thèse, j'ai besoin de rencontrer des personnes qui cumulent des activités ou qui en ont cumulé. Et par ailleurs, j'ai besoin de rencontrer des cadres, des dirigeantes et dirigeants ou des personnes qui travaillent dans des composantes de ressources humaines d'organisation, indépendamment de l'avis, des pratiques de votre organisation en matière de cumul d'activités. Même si l'organisation y est fermement opposée, ça m'intéresse. Et sachez de toute façon que ces entretiens éventuels qu'on passerait ensemble seront complètement anonymisés. Voilà, si jamais vous voulez photographier le QR code, vous avez mon profil LinkedIn derrière qui vous permettra de prendre contact avec moi. Et si jamais vous n'avez pas envie de lire une thèse, vous avez une autre option. Je vais réaliser un podcast qui s'appellera comme cette conférence Métro Boulot Boulot tout au long de la thèse. Et par ailleurs, je vais publier un article dans un numéro spécial consacré à la pluriactivité d'une revue qui s'appelle L'Homme et la Société et qui sortira en 2026. Voilà, c'est maintenant le moment de vos questions, si vous en avez, ou de vos témoignages et remarques éventuelles.
Et merci pour votre attention. Merci beaucoup pour ta conférence. Je pense qu'on peut l'applaudir. Voilà, et si vous avez des questions, on a un micro qui va passer dans la salle, donc n'hésitez pas à lever la main et vous allez pouvoir... Enfin, questions ou témoignages, comme tu disais. Bonsoir. Je voulais juste mentionner la question de l'intermittence et savoir si c'est traité dans ton travail. Alors l'intermittence, merci, ça me donne l'occasion de préciser. L'intermittence en tant que telle rentre dans le cas de la pluriactivité, puisque on peut être intermittent. Donc pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que l'intermittence, c'est un régime qui permet sur un certain nombre d'activités, notamment culturelles et de loisirs, d'accéder à une protection sociale due à la discontinuité de l'activité professionnelle. Et donc effectivement, en tant que personne intermittente, on peut être pluriactif à 2 titres. En France, le simple fait de cumuler des activités, même si elles sont rigoureusement de même nature. Vous avez par exemple plusieurs emplois, je ne sais pas, de maquilleuse, de scénariste, de metteuse en scène, mais vous travaillez toujours sur le même métier, vous êtes considéré comme pluriactive. Mais ce qui est intéressant dans la population intermittente, c'est qu'il y a énormément d'individus qui cumulent différents métiers à l'intérieur de leur régime intermittent. Vous avez notamment beaucoup de régisseurs et régisseuses qui, à côté de ça, sont des techniciens-techniciennes de sonorisation ou d'éclairage. Vous avez des profils d'acteurs et d'actrices qui, par ailleurs, font de la mise en scène, voilà, et qui cumulent un certain nombre de cachets. Néanmoins, effectivement, l'intermittence en tant que telle est une situation en principe uniquement salariée, et c'est même d'ailleurs assez difficile, je crois, pour les intermittents et intermittentes d'aller cumuler d'autres types de statuts qui parfois peuvent les mettre en difficulté. En tout cas, oui, c'est la quintessence même du cumul d'activités en tant que tel. Est-ce qu'il y a une autre question ? Merci pour votre présentation. Je me demandais, est-ce qu'on a des informations, et ça rejoint ce que vous venez de dire, sur la superposition qu'il y aurait ou pas entre le fait d'être en cumul d'activités et le fait d'avoir un travail polyvalent, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut effectivement être en cumul d'activités mais exercer le même travail, enfin les mêmes types de missions, les mêmes tâches, mais pour des employeurs différents, et avoir un seul employeur mais avoir un travail qui est polyvalent. Est-ce que ça, on sait à quel point ce serait superposé ou pas ? Merci beaucoup. Alors, ça me permet effectivement de préciser quelque chose que j'aurais peut-être dû préciser en préambule. La différence essentielle entre ces 2 situations que vous évoquez, c'est que dans un cas, vous êtes en situation de cumul de différentes activités. Si je reviens à la définition de l'ISCASO, il faut qu'il y ait plusieurs employeurs, employeuses ou éventuellement une activité indépendante cumulée avec une situation salariée. Tandis que dans l'autre cas, on est vraiment sur une notion de polyvalence. Et effectivement, les 2 phénomènes sont bien distingués, puisque très régulièrement, ça fait partie des choses qu'on me dit « Oh, mais moi, je suis plus réactif ou plus réactif parce que je fais plein de choses à l'intérieur de mon métier. » Ça ne rentre pas dans le champ de ce que j'étudie. Et ces 2 situations sont effectivement distinctes. Quoi qu'on puisse tout à fait avoir un métier très polyvalent, il y en a beaucoup dans le secteur culturel où on est obligé de faire beaucoup de choses à l'intérieur d'un seul et même poste, et par ailleurs exercer une autre activité. Oui. Est-ce qu'on a encore une question ou un témoignage, une intervention ? Bon, si c'est bon. Ah, si. Ah. Question au fond. Moi, j'ai une question sur le podcast. J'ai pas bien compris le podcast. Quand est-ce qu'il va être fait et quand est-ce que ça va être diffusé ? Alors, il sera diffusé, merci de me donner l'occasion de préciser. Il s'agira donc d'un podcast que je vais utiliser comme un élément de vulgarisation scientifique. Donc, en gros, j'y prévois, avec certaines personnes qui souhaiteraient ne pas être anonymes dans le cadre du podcast, de réaliser des interviews pour donner la possibilité de voir ce que ça peut vouloir dire le cumul d'activités. Puisque ce qui est passionnant dans ce sujet, c'est que ça fait appel à des situations complètement différentes. On a évoqué tout à l'heure l'attaché de
presse qui est par ailleurs gérante d'un magasin. Dans les personnes que j'ai rencontrées, il y avait une infirmière dans un grand hôpital parisien, une infirmière de nuit, qui par ailleurs était tour manageuse avec un très grand groupe de Music World. Bon, vous imaginez les vies et les différences que ça peut représenter. Et ça, c'est absolument passionnant, je trouve, pour nous toutes et tous. Donc, il y aura des interviews de cette nature-là. Il y aura aussi des sortes de fiches de lecture sonores, c'est-à-dire, voilà, l'article de Philippe Lardin, vous n'avez pas envie de le lire parce qu'il fait 20 pages. Moi, je vais vous le raconter au travers de certains épisodes du podcast. Et j'en profiterai aussi pour valoriser les chercheuses et chercheurs, ils ne sont pas très nombreux en France et dans le monde, qui travaillent sur la question du cumul d'activité. Et pour répondre sur le délai, ça se fera au fil de l'eau. Donc, c'est un podcast que je vais tenir au moins sur les 3 années de la thèse. Merci. Il y a une question devant. Oui. Bonjour, juste pour vous demander, le sujet de la thèse, c'est un état des lieux actuel ou en fait c'est plutôt une vision historique d'évolution ou voilà. Alors j'aurais adoré faire une vision historique, mais la question de l'interdisciplinarité sur les thèses, c'est un sujet en soi. Donc j'ai dû choisir mon camp, entre guillemets, j'ai choisi celui des sciences de gestion parce que j'ai considéré que c'était dans cette discipline et avec ce regard particulier sur le cumul d'activité qu'il y avait le plus besoin de créer de la connaissance. Donc on ne sera pas sur une perspective d'évolution, mais davantage sur une photographie. Le premier objet, c'est de rencontrer des individus, soit cadres, RH, dirigeants, dirigeantes, soit des individus qui cumulent, pour comprendre ce que ça vient perturber ou au contraire faciliter à l'intérieur des organisations que d'avoir des profils plus réactifs. Et le deuxième souhait qu'on a, c'est d'aller travailler avec des économistes, des vrais de vrais, qui savent faire du quantitatif, pour là essayer justement de générer davantage de stats et de connaissances sur le phénomène avec une perspective un petit peu différente. Mais on est vraiment sur un état des lieux. C'est mon souhait le plus cher. Merci beaucoup. Il y a une dernière question. On a encore le temps. Une question de l'autre côté, ouais. Bonjour. Est-ce que du coup vous avez une idée du temps de travail cumulé qu'ont les personnes qui ont une multi-activité, ou alors c'est justement un objet de la recherche Alors ce ne sera pas l'objet de la recherche parce qu'il a fallu que je choisisse un angle. Est-ce que je me place du côté des organisations ou est-ce que je me place du côté des individus? L'essentiel des connaissances qu'on a aujourd'hui en France et dans le monde, elles se concentrent sur les individus, sur les effets du cumul en termes d'épuisement au travail ou d'épanouissement, par exemple. Et dans certains cas, elle va aller questionner ces enjeux d'amplitude d'horaire. Mais on n'en a pas sur les organisations, d'où le fait que j'ai choisi cette perspective. La problématique que j'ai pour répondre à votre question, c'est qu'il y a presque autant de situations de cumul d'activité que d'individus cumulateurs. Je vous prenais l'exemple tout à l'heure de la tour manageuse infirmière. Cette personne-là, je pense qu'elle n'a jamais autant travaillé dans sa vie. Là, maintenant, elle est rentrée dans une logique de travail polyvalent, mais elle n'est plus à la fois en tournée et à l'hôpital. Mais vous avez d'autres individus qui ont une pluriactivité, on va dire, plus compatible avec une vie de famille. Exemple concret, un patron d'agence de communication qui, par ailleurs, donne des cours, mais qui le fait depuis des années. Donc, effectivement, il n'y a pas de connaissances aujourd'hui qui me permettent de répondre spécifiquement à votre question. En revanche, on sait que le temps nécessaire pour développer le cumul d'activité est beaucoup plus grand pour les individus qui ont beaucoup d'activités. Pour vous répondre plus clairement, parce que ce que je viens de dire n'est pas clair, à temps de travail égal, on va dire un temps plein d'un côté et un temps partiel plus un complément d'activité de l'autre, le temps nécessité pour aller au travail et pour gérer l'activité professionnelle va être beaucoup plus grand dans le cas du cumul que dans le cadre du travail monoactif, comme on dit, du travail unique. Donc effectivement, c'est une situation qu'il faut embrasser ou au contraire décider de ne pas rejoindre en pleine connaissance de cause. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est une erreur fondamentale de considérer que le cumul, c'est forcément subi,
ou forcément choisi. Il y a une grande variété de situations, et a fortiori dans le secteur culturel, où beaucoup de gens estiment qu'ils le font par amour de l'art, et c'est vrai, et c'est tout à leur honneur, mais la vérité, c'est aussi qu'on est dans un secteur intrinsèquement précaire, et que la notion de choix, des fois, est-ce qu'on n'a pas internalisé une contrainte qu'on vit comme un choix, alors qu'à la base, ça reste une contrainte, quoi. Merci beaucoup, Lucie. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à aller voir Lucie après, une fois qu'elle sera descendue. Merci à vous, bonne soirée.